Ça veut dire quoi le tourisme positif? Ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors, pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. Pierre-Yves Le Gall fait partie de ces hôteliers inspirants, qui ne craignent pas de sortir des schémas traditionnels pour proposer un hôtel différent. J'adore son concept avec son approche un peu punk, qui casse certains des codes pour les remplacer avec des codes portés par le sens. C'est un entrepreneur aligné avec ce qui le fait vibrer au plus profond de lui-même. Il vit pleinement son rêve. À sa manière, avec sa sensibilité et enthousiasme, il crée une hôtellerie innovante en phase avec les enjeux de transition écologique. Sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir Pierre-Yves Le Gall pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Pierre-Yves, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Expérientiel. Bonjour François. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. On est, c'est un joli vendredi matin, une semaine sur laquelle il s'est passé pas mal de choses sur le projet dont on va parler tout à l'heure. Donc je vais très bien. Je suis très heureux d'être avec toi ce matin sur l'enregistrement de ce podcast. Super. Donc là, tu es où? À Nantes? Là, je suis à Nantes. Je suis à Nantes, dans le cœur de Nantes, une ville que j'habite depuis maintenant bientôt 5 ans et depuis laquelle je travaille et sur laquelle je travaille depuis quelques années. C'est une ville dont je suis tombé très amoureux quand je suis arrivé à l'âge de 17 ans étudiant à Nantes. Et j'ai beau être rennais, un peu l'ennemi local ou en tout cas l'autre grande ville de l'Ouest. Je suis un amoureux de cette ville de Nantes. D'accord. Eh bien, écoute, je t'invite à te présenter et à nous dire qui tu es et ce que tu fais. Bon, avec plaisir. Bah écoute, en quelques mots, je m'appelle Pierre-Yves Le Gall, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je suis papa de 2 enfants. Ça veut rien dire, mais on pourra en parler tout à Ça l'heure. veut dire quelque chose quand même. Et ça veut dire beaucoup de choses, mais ça a un sens aussi sur le projet. Et donc je suis le porteur de projet d'un concept hôtelier que je mène actuellement à Nantes qui s'appelle le Lieu-dit. En quelques mots sur ce que j'ai pu faire, ce que j'ai eu la chance de faire auparavant. Depuis 2013, j'ai une société qui s'appelle Arzel et dont le métier est l'accompagnement et le pilotage de projets hôteliers. Donc, je travaille pour des petits groupes hôteliers, pour des investisseurs, pour des porteurs de projets sur la création, on va dire, la gestion d'un programme hôtelier. Donc, depuis le moment où on a une idée, un bâti, un terrain, où on reprend un hôtel, jusqu'au choix de la dernière petite cuillère, j'accompagne des projets sur les aspects stratégiques, bien entendu, marketing, commercialisation, les aspects RH, les aspects qualité. Donc c'était vraiment du copilotage de projet. Ça, c'est ce que j'ai eu la chance de faire ces dernières années sur des projets dans l'Ouest, sur des projets en région parisienne, sur des projets aussi un petit peu à l'étranger. Et puis fort de tout ça, j'étais un hôtelier sans hôtel. C'était souvent comme ça que je me qualifiais. C'était que j'étais sur le siège passager. Je pense
l'ensemble des idées en main, mais je n'avais pas encore l'outil de travail et j'en avais un petit peu marre d'être sur le siège passager, d'être celui qui dit tourne à gauche, tourne à droite, va plus vite, ralentit. Et je n'avais qu'une seule envie, c'était bouge de là, vas-y, je prends le volant. Et c'était mon souhait et c'était quelque chose qui me tournait dans la tête depuis le moment où j'ai monté ma boîte de conseil. Et du coup, j'ai eu l'occasion de reprendre un hôtel en 2020 dans un timing, dans un agenda très marqué par la crise sanitaire qu'on vient de traverser. J'ai repris l'hôtel Le Longchamp, qui est un petit hôtel de quartier de 26 chambres avec une brasserie, un bar-brasserie au rez-de-chaussée. Et pour la petite histoire, j'ai signé le compromis 3 jours avant le premier confinement de mars pour ensuite prendre les clés le 1er novembre 2020, le premier jour du deuxième confinement. Donc on a été notre agenda, c'est pour ça qu'aussi le projet c'est un petit peu étalé dans le temps, c'est qu'on a été pas mal impacté. En tout cas, le lancement du projet a été pas mal impacté par tous les événements qui se sont passés et qu'on ne connaissait pas et qu'on maîtrisait pas. Mais ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais la crise sanitaire n'a fait que fortifier mon idée et consolider mon idée de projet et l'ensemble des éléments que je souhaitais mettre en œuvre sur le projet, parce que je pense que plus on parlait de changement de paradigme sur le monde d'après, parce que ça a été beaucoup dans la bouche de beaucoup de personnes. Je pense que le lieu-dit, en tout cas, qui est le concept que je développe, est très très en phase avec ce qui s'est passé, la manière dont on recrée à la fois du lien et puis on réfléchit les choses de manière un peu plus locale. Alors, le lieu-dit, c'est un concept qui sort du schéma traditionnel, Ouais. où c'est simplement un hôtel en général, c'est des chambres, de la restauration, du spa ou des activités diverses, et point barre. Toi, tu as décidé d'être, tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai bien aimé, tu as décidé d'être un explorateur et un explorateur un peu punk, c'est-à-dire de sortir des sentiers battus et de proposer quelque chose de différent. Tu peux nous en parler? Absolument. Écoute François, moi, ce que je dis souvent et ce par quoi je commence, c'est que moi j'ai adoré l'hôtellerie, l'objet hôtel, je l'ai découvert et ensuite j'ai appris à l'aimer très fort par sa capacité à être au fil des décennies, au fil du XXe siècle notamment, un démonstrateur de modernité. Pour moi, l'hôtellerie est un démonstrateur de modernité et c'était dans les hôtels qu'on a découvert les premiers ascenseurs, les premières salles de bain privatives, les hôtels dans lesquels on a fait les premiers services à l'assiette, on a découvert le premier Wi-Fi, la télé à demande, ce sont dans les hôtels. On allait s'inspirer de la fois de la déco, du confort, de l'ergonomie d'un hôtel pour ensuite mettre en œuvre un certain nombre de ces choses dans l'habitat particulier. Le fait est que, de mon sentiment, il y a une grande tendance marketing ces 10-15 dernières années qu'on peut résumer sur le com à la maison, où finalement on a voulu faire en sorte que l'hôtel soit un peu la continuité de ce qui existe déjà à la maison et que on ne produise plus un service qui soit là pour surprendre, pour émerveiller, surprendre et puis de se dire bah tiens, il y a d'autres usages, il y a d'autres techniques, il y a d'autres équipements qui peuvent être mis en œuvre dans une chambre, dans un espace de restauration, et la manière dont on peut finalement démontrer un certain nombre de choses à nos clients. Donc c'était premièrement, il y avait cet aspect de démonstrateur de modernité en se disant il y a énormément d'initiatives et pas que du point de vue de la transition environnementale, mais il y a énormément d'initiatives qui existent aujourd'hui en local et en France. Et comment on peut les mettre en avant? Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, tu parlais d'un hôtel classique, restaurant et autres. Le deuxième constat, il était effectivement celui-ci. Aujourd'hui, l'hôtel, c'est l'hôtellerie de manière générale, c'est beaucoup plainte de cette fait de manger des clients par Airbnb, mais finalement on se rend compte que les hôtels ont pour beaucoup dégagé un certain nombre de leurs services. Donc c'est architecturalement on le voit bien, il y a beaucoup d'hôtels bureaux qui ont revendu les fonds de commerce où ils ont enlevé les bars, les restaurants, on a retiré les salles de séminaire, on a retiré la restauration, le bar et bien entendu on a retiré pour beaucoup le spa, le bien-être, et puis finalement on se rend compte à l'issue de tout ça qu'il n'y a plus grande différence entre
la personne qui va avoir un joli studio en centre-ville, qui va le mettre sur Airbnb avec une boîte à clés et qui va le commercialiser de manière intelligente en termes de tarifs, en termes de mise en avant photo et autres, et une chambre d'hôtel. Excepté le petit déjeuner quand il existe encore de manière euh, qualitative dans un hôtel, on n'a plus de valeur ajoutée en tant qu'hôtelier si on ne fait que ça. Donc mon idée, mon souhait, et en tout cas la raison pour laquelle j'ai monté ce projet, c'était de se dire, on doit réinsérer du service. On doit être d'abord un espace de commerce de proximité qui par ailleurs a des chambres au-dessus. En fait, on n'est pas un hôtel avec un restaurant, avec des points de vente. C'est d'abord créons un espace de service, un terrain de jeu, un commerce de proximité qui est d'abord ouvert pour les personnes du quartier, les voisins, les riverains, les gens qui travaillent dans le coin, les entreprises partenaires. Et par ailleurs, si ça vous intéresse, on a des chambres au-dessus. Mais c'est véritablement faire vraiment un espace de proximité pour parler beaucoup d'hôtellerie avec des gens qui ne sont pas du secteur. Dans Nantes, par exemple, quand je leur dis, bah tiens, il y a tel hôtel dans tel quartier, il y a tel hôtel, si tu tournes à telle rue, il y a tel hôtel. Et pourtant, je parle avec des gens qui connaissent Nantes sur le bout des doigts, ils n'arrivent pas à les situer. Parce que l'hôtel est véritablement un bâtiment qui n'est pas pensé, qui malheureusement pour la plupart n'ont pas été pensés pour les gens qui vivent dans la ville. On a l'impression qu'ils sont uniquement pensés pour les gens qui viennent de l'extérieur de la ville. Et ce qui, moi, mon fils va à l'école à quelques centaines de mètres de chez moi, et à chaque fois qu'on me demande il est dans quelle école, je dis bah oui, l'école Jean Jaurès, à côté de l'Ibis. L'Ibis? Quel Ibis? Pourtant l'Ibis il est là depuis 30 ans. Mais en fait, finalement, personne ne sait dans Nantes où est cet Ibis. Donc le but, il était vraiment de faire en sorte que des riverains puissent s'approprier un hôtel comme un commerce de proximité, comme un lieu de quartier. Le lieu-dit, on va d'un point de vue sémantique un peu plus loin. J'essaie de l'appeler une petite place de village. D'accord. Alors, tu as été encore plus loin, c'est-à-dire que toi, tu as décidé de choisir un lieu aussi qui n'est pas forcément soit central ou soit à l'extérieur, mais entre les deux. Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, bah, effectivement, en règle générale, quand on parle d'hôtellerie sur les grandes villes, sur les métropoles, on parle de deux marchés importants. Il y a le cœur de ville, il y a l'urbain, et puis il y a le périurbain qui est en extérieur, qui a une hôtellerie souvent un peu plus économique ou en tout cas un peu plus séminaire. Ce que j'ai tout de suite adoré sur le Longchamp, c'est que c'est un hôtel qui est positionné à la croisée d'un certain nombre de quartiers, qui est sur la route de Vannes, qui est l'axe commerçant principal de l'entrée dans Nantes, qui est d'un côté sur un quartier Longchamp américain, Sainte-Thérèse, un quartier de famille, de maisons, un quartier vraiment de petits villages, et aussi qui est un hôtel qui est en face d'un quartier qui est le quartier de Breil-Malville, qui est un quartier populaire, qui parfois pas forcément est regardé sous un angle très amélioratif, on va dire, et pourtant pour avoir discuté avec les mairies de quartier sur le Breil, qui fourmille de petites associations, de petites initiatives. Et moi, ce que j'aimais, c'était que quand on va proposer un produit hôtelier, touristique, quand je dis touristique, c'est à la fois affaires et loisirs, c'est bien de sortir. À Nantes, on a une superbe place royale et Gralin, et puis on a les machines de Lille, et puis finalement, quand on se renseigne et quand on regarde tout ça, on se dit bah, finalement il y a juste un axe. Il y a un axe, un peu comme à Paris, c'est comme si je te disais qu'il y a juste un axe Opéra Notre-Dame, et finalement on a eu beaucoup d'initiatives aussi, et Paris est assez exemplaire là-dessus, où des hôtels sont allés se monter dans des quartiers beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères finalement, qui ressemblent vraiment à la vie des Parisiens, des hôtels dans Belleville, des hôtels Porte de Bagnolet, des hôtels à Saint-Ouen. J'aime beaucoup le Mob à Saint-Ouen parce qu'il s'insère vraiment dans quelque chose de réellement authentique, et finalement c'est là aussi où Airbnb nous a appris quelque chose, c'est que finalement le voyageur il souhaite non pas être dans une expérience totalement hors sol, il souhaite s'insérer dans un quotidien d'une ville, d'un paysage, d'un territoire, et c'est ça qui m'intéressait sur le Longchamp, c'est que tu arrives au Longchamp, bah tu es à Nantes. T'as le tram, les gens se garent, vont au boulot, ils vont chercher leur pain. Il y a le petit marché le mardi matin. Il y a l'église Sainte-Thérèse, ça sonne. Il y a des noces, des baptêmes, des enterrements. Enfin voilà, t'es dans une ville. Voilà, c'est des choses qui sont tout de suite beaucoup plus terre à terre et beaucoup moins hors sol. Et donc c'est ça qui m'a plu sur l'emplacement en tout cas du Longchamp. Donc c'est un lieu vivant.
c'est un lieu vivant et puis qui n'est pas caricatural parce que d'un point de vue générationnel aussi, c'est assez intéressant de se dire que voilà, c'est un lieu qui a su garder toute sa diversité d'un point de vue générationnel. Il y a c'est un quartier qui était plutôt vu comme un quartier de personnes âgées. Donc il y a beaucoup de personnes âgées, des habitués, des gens qui regardent avec un œil très attentif ce qui se passe, ce que les travaux qu'on est en train de mener. Mais il y a vraiment une belle bienveillance. Moi, je retrouve un peu l'ambiance du petit village dans lequel j'ai grandi en Bretagne. D'accord. Alors moi, hier, j'étais à Marseille avec un copain dans un quartier populaire où il habite. Et puis, on a été déjeuner et sur la route, eh bien, il s'est arrêté chez le boucher, il leur a dit bonjour, il a dit bonjour au gars qui répare les ordinateurs, etc., sans avoir aucune démarche commerciale, entre guillemets. Et donc, ça ressemblait à ce que tu décris, ce commerce de proximité, ce rapport humain, cette relation humaine qui existe dans un petit quartier où tout le monde se connaît. Il y a aussi de la solidarité, etc. Toi, dans ton établissement, ça va être décliné de quelle manière dans l'expérience? Bah, dans le programme et dans l'expérience lieu-dit, déjà le terme lieu-dit, moi ce que je souhaitais mettre en avant, c'était que le lieu-dit dans nos petits villages, c'est la destination dans la destination, c'est que c'est une partie à part entière d'une commune et la manière dont on va le mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'en fait on a déjà 3 à 4 portes d'entrée dans l'établissement. Tu peux rentrer soit par l'épicerie, donc on a d'abord une épicerie qui est juste en face du tram ou épicier caviste, épicerie du quotidien, où tu peux rentrer pour acheter ta charcuterie, ton fromage, une bouteille de vin, une bière artisanale brassée à Nantes, du miel, une confiture, du café, et puis sur une autre porte qui est celle de la halle, tu peux 2 fois par semaine venir récupérer un panier de producteurs. Tu peux entrer par la partie hôtel et tu peux tout de suite t'orienter vers soit la partie de Gasparelli qui est le restaurant, soit monter vers l'hôtel. Et tu peux aussi rentrer par la halle, par l'arrière du bâtiment. Et là, finalement, tu rentres sur la cour de récréation où tu peux rentrer pour juste aller boire un verre, pour partager une planche, pour aller manger une pizza. Et l'idée, c'est que vraiment tu puisses y rentrer comme dans un moulin. C'est que il y a aussi cet aspect, et c'est très théorique, mais ça va mieux en le disant. Moi, au départ, quand je présentais le projet, notamment à des institutionnels, je leur disais, mais si un jour j'ai quelqu'un qui se rend compte que le trajet le plus rapide pour aller attraper son tram, il doit traverser par le lieu-dit, mais qui traverse par le lieu-dit? Il n'y a rien à voler chez moi. En fait, finalement, dans un établissement comme le nôtre, à part 3 bouteilles de vin et une applique, il n'y a rien à voler, on a rien de grande valeur. Donc si les gens veulent juste rentrer, jeter un œil, faire coucou et se barrer, on a déjà tout gagné. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, il faut multiplier les points d'entrée, parce qu'on n'est pas là pour flasher les gens, on n'est pas là pour les scanner, et c'est ce qui se passe où on parlait de l'aspect architectural des hôtels, où on se sentait pas forcément c'était des endroits de proximité où tu pouvais y rentrer. Bah, architecturalement, souvent, bah, tu rentres dans un hôtel, tu as la porte, et puis bah, tout de suite, tu as un desk, et tout de suite, tu as quelqu'un qui te demande c'est pourquoi. En fait, non, ça peut être juste pour rien, en fait. Juste, j'ai envie de venir regarder la déco, j'ai envie d'en taper 5 au barman, ou j'ai envie de juste acheter une bouteille de vin, ou jeter un coup d'œil parce que j'ai vu que vous avez une plante et cette variété de plantes m'intéresse. Enfin, l'idée, c'est véritablement d'y faire un joyeux bordel. Et tu parlais bah, de ce côté de commerce de proximité, y passer juste pour dire bonjour, j'achète un truc. Voilà, t'y rentres pour une raison. J'y rentre juste pour manger une pizza, j'y rentre juste pour organiser un événement ou parce que j'y ai accompagné un ami qui séjourne. Voilà, le fait est que voilà, tu y rentres pour une raison et nous on veut faire en sorte que tu y reviennes pour une autre. D'accord, donc plus ou moins, c'est la place du village. C'est la place du village exactement et c'est comme ça qu'on l'a réfléchi, c'est-à-dire que bah tu as l'épicerie, tu as le bar et Gasparelli. Donc Gasparelli c'est la pizza plat du jour. Et pourquoi Gasparelli? Tout simplement c'est pour ça que je parlais de mes 2 enfants. J'ai un petit garçon qui s'appelle Gaspard et une petite fille qui s'appelle Ellie. Et je me suis dit que sur une signature italienne, bah, ça sonnait plutôt bien. Et je me suis Ouais, c'est pas inventé une mal, ouais. histoire là-dessus. Et puis tu as également la halle du lieu-dit qui est à la fois un espace de terrasse, mais aussi un espace pour faire organiser des réunions, des cocktails, des anniversaires et tout type d'événements. On va y organiser des cours de yoga, des marchés littéraires. On souhaite y organiser aussi des marchés de producteurs. L'idée, c'est que ça puisse être un endroit vivant et que voilà. Faisons rentrer les gens à l'intérieur. Après, le modèle économique, on le trouvera. D'accord. Alors justement, ça implique quoi? Parce que
avoir un concept qui est vraiment hors piste, etc. Il doit avoir des implications derrière. Ouais. Comment les gens se l'approprient? Est-ce que tu te sens compris ou incompris par moment? Comment ça se passe? Bah, incompris non, parce que on essaie d'être quand même à l'écoute de ce qui se passe. Sur les premiers constats et celui dont on parle un peu en filigrane sur tout le projet, c'est que un des constats, c'était aussi de dire on doit mettre en œuvre un certain nombre d'innovations, et notamment d'un point de vue environnemental, et c'est tout ce qu'on a voulu faire en étant, quand je disais qu'on essayait d'être un peu punk, c'était l'idée de se dire comment on essaie de mettre en œuvre des choses nouvelles, et de se dire, bah tiens, mettons-le en œuvre, on va regarder un peu le retour et la manière dont c'est apprécié. Et ça passe par exemple, je te donne un certain nombre d'exemples. Nous, le petit déjeuner de l'hôtel, on va faire en sorte qu'il fasse moins de 50 kilomètres. Faire un petit déj moins de 50 kilomètres quand tu es dans un terroir comme celui de Nantes, c'est assez facile, mais par exemple, ça veut dire, dans notre hôtel, il n'y a pas de jus d'orange. Et là où 99,5% des hôtels en France proposent du jus d'orange, alors que on sait très bien qu'il est extrêmement difficile, voire impossible d'en faire à moins de 1500 km des bonnes oranges, on est capable de faire, nous, en revanche, des jus de poire et des jus de pommes de très haute qualité, et je crois en l'intelligence du client qui n'est pas totalement, qui n'a pas deux personnalités, la personnalité du client qui, chez lui, quotidiennement fait des efforts, trie ses déchets, fait attention où il se source, où il achète ses produits, et finalement qui va passer la porte de l'hôtel, qui va dire, bah, c'est open bar, je peux acheter, je peux consommer, je peux commander des produits qui n'ont pas une approche vertueuse du tout, qui vont avoir un bilan carbone absolument dégueulasse, et qui vont pouvoir, on va pouvoir me les servir parce que je suis à l'hôtel. Non, je pense que moi, on essaie de faire appel à cette intelligence-là. Ça fait partie aussi du fait de se dire comment on peut expliquer qu'on fait un hôtel neuf avec dans les chambres environ 80% de réemploi. Sur les luminaires, sur les sanitaires, sur les têtes de lit. On monte même une filière de réemploi avec un grand fabricant de matelas qui s'appelle Teddy Bear, donc qui fait plutôt pour les particuliers, où finalement, bah, eux, ils ont un certain nombre de retours sur les matelas au bout de 100 nuits, parce qu'ils ont une offre où les matelas peuvent être renvoyés au bout de 100 nuits. Nous, en l'occurrence, c'est notre job en tant qu'hôtelier de savoir faire dormir deux personnes différentes sur un même matelas d'une nuit à l'autre. En revanche, ça, nous, on sait le faire. Et donc, je trouvais toujours dommage de me dire, bah tiens, ces matelas-là, ces sommiers, ces matelas, ils peuvent pas les recommercialiser, alors que nous, ils ont un vrai sens dans notre établissement, et que et tu parlais de tout à l'heure en préambule de mes changements personnels, et comment on a changé aussi notre manière de voir. Ma manière de voir depuis quelques années, c'est de se dire que le meilleur produit, c'est celui qu'on ne produit pas. Le produit le plus écologique, c'est celui qu'on ne produit pas. Et sur l'hôtel, ce que j'ai voulu mettre en œuvre, c'était de se dire, faisons en sorte de ne pas faire supporter entre guillemets à la planète et à nos enfants la création d'un produit juste par un caprice, parce qu'on veut une nouveauté, une déco ou quelque chose de beaucoup plus de très fancy. Donc sur les chambres, 80% de réemploi, extrêmement sobre, très haut confort en Wi-Fi, en matelas et en douche. Pas de télé. Alors là, encore une fois, on parlait d'être punk. Pas de télé dans mes chambres, parce que à la fois ça me fait toujours mal de faire venir 31 télés par container de l'autre bout du monde, alors que premièrement, j'ai envie que les gens passent du temps au rez-de-chaussée, et que deuxièmement, je sais que j'ai une très grande partie de ma clientèle qui est déjà équipée avec un ordinateur portable, avec un iPad ou avec un smartphone, et que finalement la consommation télé classique est beaucoup moins importante qu'il y a quelques années, et que finalement on essaie tous de se connecter à son interface Netflix, Amazon, OCS, pour du contenu film, série, ou à sa plateforme RMC, Amazon ou Canal+ pour du sport. Donc vraiment, voilà, c'était cette idée, c'est-à-dire qu'on fait une chambre hyper sobre, colorée, très confortable, mais le reste est ailleurs, est au rez-de-chaussée. Voilà, l'idée du zéro déchet en chambre, c'était aussi de se dire, on ne met pas de produits d'accueil dans les chambres, parce qu'ils sont souvent à la fois suremballés, pas totalement utilisés, pas forcément toujours adaptés au nombre de personnes, à la durée du séjour. Donc on met une contrainte, ils ne sont pas en chambre. Néanmoins, en face de cette contrainte, on essaie de mettre quelque chose avec une plus grande valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'au moment de ton arrivée, tu as le choix
entre 2 à 3 fragrances, des 12, des 20, des 30 grammes, en fonction du nombre de personnes, en fonction de la durée du séjour. Et puis, tu peux choisir aussi ton parfum et la fragrance. Et finalement, ça sort. C'est toujours un truc qui me fait marrer, mais c'est toujours le truc de se dire, au petit déjeuner d'un hôtel, on sent tous la même chose, on a tous la même odeur parce qu'on a tous le seul parfum qu'a choisi l'hôtelier. Donc l'idée, c'est de se dire, effectivement, on met un inconfort parce que c'est pas directement dans la chambre, mais là où pour le coup, tu peux choisir un savon et un shampoing solide fabriqué à Nantes, d'ailleurs avec une jeune start-up au moment de l'arrivée. Pareil, enfin, je développe aussi un certain nombre de points. On met des petits sabliers dans la douche, non pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais pour essayer de faire comprendre que une douche peut avoir une durée, et souvent on le dit à nos enfants, on le dit chez nous, on le dit à nos compagnons, à nos compagnes à la maison, vas-y, reste un peu moins longtemps sous la douche. Alors on le fait à la maison, mais pourquoi ne le ferions pas nous pas à l'hôtel? Et l'idée, c'était vraiment de se dire comment on peut essayer de faire quelque chose d'intelligent. Donc on met un petit sablier avec un petit explicatif. Pour ça, c'est une durée de douche pour quelqu'un qui fait pas de shampoing, une durée de douche qui fait pour une personne qui fait un shampoing ou qui a les cheveux longs. Et puis on essaie de prendre une petite prise de parole, et on a développé avec Lisa, notre graphiste sur le projet, un petit sticker, c'est un peu drôle sur la douche où ça s'appelle comment ôter les maux de la douche. Et on dit 1, utilisez le sablier, 1 minute de douche en moins, c'est environ 15 litres d'eau économisée. 2, faites pipi sous la douche. Alors là, tu vois, je parlais d'être punk, j'ai aucun problème à tenir le même discours que je tiens à mes proches, à mon frère, à ma femme, à mes enfants, ou à mes clients. T'imagines, j'ai 31 chambres, donc potentiellement 62 personnes dans l'hôtel chaque matin. T'imagines si on est capable, déjà à mon propre niveau, de faire économiser 62 chasses d'eau tous les matins et 62 chasses d'eau potable. Donc oui, j'ai aucun problème à dire, oui, faire pipi sous la douche, c'est quelque chose qu'on enseigne dans les écoles. Au Brésil, par exemple, il y a un vrai gros programme éducatif pour apprendre aux enfants à faire pipi sous la douche le matin. Et on essaie d'être aussi sur le ton de la blague en disant prenez votre douche à deux, parce que prendre une douche à deux, on économise une douche. Mais là, dans ces cas-là, on rappelle que dans ces cas-là, il faut oublier la recommandation numéro 2 qui essaie de faire pipi sous la douche. Ça, en revanche, ça ne se fait pas. Mais l'idée, non, mais l'idée, elle est vraiment de se dire, bon, il y a pas de tabou sur le projet. Et puis, de manière générale, c'est de se dire comment on peut raconter des jolies petites histoires. Enfin, j'ai des tables et des chaises qui sont faites uniquement à partir du bois d'une vieille mezzanine qu'on avait dans du châtaignier qu'on avait dans l'hôtel. Donc, on a réussi à refaire du neuf avec du vieux, avec une vraie histoire, du bois qui allait être naturellement, si on n'avait rien fait, être jeté. Et puis, on développe du mobilier avec une boîte qui s'appelle Compoplume. On fait des plateaux de table et la piste de bar avec des volants de badminton broyés et résinés, que c'est à 90% de volants de badminton. Et donc, tu as une table dont le pied est l'ancien pied de table bistrot qu'il y avait au Longchamp, et le plateau est un plateau de volants de badminton, et ça a un aspect entre le terrazzo et le marbre qui est absolument magnifique. Et donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qu'on essaie de mettre en œuvre, le petit-déj, les éléments dans la chambre, le mobilier réemployé. Et puis voilà, avec une démarche aussi globale sur la pizza, d'être un maximum de produits bio. On sait qu'on peut travailler la cuisine aussi avec un maximum de produits locaux, essayer de sourcer des producteurs aussi en local. Mathieu, qui est mon partenaire sur l'épicerie, lui ne fera que du local et a une passion notamment pour le vin de la région Anjou, Loire, bien sûr Muscadet et Fief Vendéen. Et on sait que dans un rayon de 150 bornes, on fait des vins qui ont vachement évolué, qui sont hyper en phase avec de vraies belles démarches. Donc ouais, on essaie d'ajouter l'ensemble de ces petites choses qui font que le client qui va sortir de chez nous, au pire, va dire j'ai bien mangé, ou j'ai bien dormi, ou c'était cool. Et au mieux, il va se dire, mais attends, il faut que je regarde sur Insta où je peux faire un meuble avec des blancs de badminton. Et c'est vrai, pourquoi j'ai pas dit aux gamins que je leur répète pas tous les matins qu'ils peuvent faire pipi sous la douche, ou mais c'est vrai, pourquoi je bois du jus d'orange le matin, puisque le jus de pomme c'est quand même bien meilleur. Et puis en fait, j'en ai juste à côté de chez moi. Et si on fait ça, on a gagné. Et on a, j'aime pas la théorie du colibri parce qu'elle est très très décriée, mais on a tous notre petite action à faire
voilà, nous on fait notre truc. Si ça fait marrer, ça fait marrer. Si ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Si ça fait rien du tout, bah tant pis, mais et tant mieux. C'est juste, voilà, moi je me serais amusé à faire ce projet et je m'amuse beaucoup à le faire. Ouais, j'ai l'impression, hein. T'as l'air de t'éclater, hein. Ah ouais, je m'amuse beaucoup. Sincèrement, j'ai des amis, mes amis très proches et ma famille, qui me le disent récemment, c'est que et je leur ai fait remarquer, c'est que je crois que je fais en ce moment ce pourquoi j'ai étudié l'hôtellerie, ce pourquoi j'ai bossé. J'ai j'ai une page blanche, j'ai un terrain de jeu où je m'amuse beaucoup et ça me ressemble énormément sur le fait de vouloir à la fois surprendre, faire un endroit gourmand, faire un endroit où on rigole. Non, on essaie de voilà, je m'amuse beaucoup et je suis vachement épanoui et je souhaite à tout le monde et à plein de gens de trouver un jour leur projet, un peu leur totem et la manière dont on peut s'accomplir là-dessus. Merci beaucoup pour ce partage. Maintenant, l'actualité pour le lieu-dit, c'est quoi? Donc, tu as commencé une campagne de crowdfunding, c'est ça? De financement Absolument. participatif? Absolument. En peu de mots, je te raconte l'histoire parce que un dimanche après-midi, je suis en train de m'écrouler, il y a quelques mois, en train de m'écrouler sur mon canapé pendant que mes enfants font la sieste et je tombe sur un Thalassa qui parle d'un chantier naval insolite à Nantes qui réhabilite des bateaux, des vieux bateaux que les ports de plaisance leur donnent pour en faire des espaces d'hébergement insolites. Et je regarde le documentaire qui est passionnant et la fin de documentaire ouvre une réflexion sur on peut également réfléchir à des espaces de réunion ou des espaces de convivialité et y travailler sur ce genre de projet. Et la personne interviewée, Didier Toquet, et son nom me parle parce qu'à la fois je vois la devanture du chantier naval et je vois son nom de famille et ça ressemble beaucoup à la fois en termes de nom parce que c'est le même que les frères Toquet qui sont les artistes qui me font on crée une œuvre d'art sur l'intégralité des façades de l'hôtel. Donc Félix et Marin Toquet sont deux artistes de rue qui sont absolument géniaux et qui et qui sont finalement, donc je leur envoie SMS, sont les neveux de Didier Toquet. Et donc dès le lendemain, j'appelle Didier et je lui dis bah moi j'aimerais bien finalement me dire allez, en plus de l'épicerie, en plus du bar, en plus d'un restaurant, en plus de l'hôtel, je veux faire un petit espace de réunion, un petit espace pour dîner entre copains ou entre copines. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc du coup, le projet est un peu arrivé sur la fin, comme pas mal d'entrepreneurs doivent le savoir. Les idées, une fois que ton projet est financé, bouclé, c'est compliqué de le faire évoluer. Et je me suis dit, allez, faisons ce bateau. On fait ce bateau où on peut d'abord, je sais pas, je te parlais de faire rire un peu les gens ou un peu les surprendre. Déjà, juste pour le fait de se dire, tiens, le con, il a mis un bateau dans son hôtel. Et j'aimais bien l'idée de se dire, tiens, on a mis un bateau et on en fait un espace pour encore une fois, les gens du quartier, les entreprises partenaires, les entreprises voisines, pour un petit espace de réunion, pour à la fois un objet hyper esthétique. Et puis, comment on va commencer finalement à parler du lieu-dit, pas à travers une photo de chambre ou une photo de pizza, parce que les chambres et les pizzas, elles sont soit pas encore faites, soit en cours de préparation. Il fallait bien que je puisse parler de quelque chose. Et donc je me suis dit, lançons la communication et la promotion du lieu-dit à travers ce bateau en disant, j'ai ce rêve fou d'un bateau, mais ayez ce rêve fou avec moi en se disant, pré-réservez un verre, un dîner, une pizza, une nuit, un cours pour apprendre à faire des pizzas ou 3, 4, 5 événements si vous êtes une entreprise. Nous, on vous les organisera. Vous cofinancez avec nous le bateau. Donc, il est un petit peu à vous aussi, ce bateau. La Startup Nation dirait, on vous onboard dans le projet et on vous amène dans le projet et puis on dit, voilà, on va monter quelque chose. Moi, ça me permet de réaliser ce rêve, d'avoir ce bateau qui était initialement pas prévu dans le financement global du projet. Et puis, à la fois, je me dis, comment on peut commencer à impliquer les gens en leur permettant d'aider à financer le bateau. On a eu un retour, on a atteint les campagnes en règle générale, c'est 3 mois. En moins d'un mois, on avait atteint les 100%. Donc on a atteint le max. Et puis Bravo. merci. Et puis non, mais ça a surtout été des voisins. Ça n'a pas été que la famille et les proches. Ils ont donné cette impulsion, mais beaucoup d'entreprises voisines. Il y a eu des entreprises partenaires. Il y a eu également des voisins, des curieux, et même des gens que je connais pas. Qui ont donné sur la cagnotte Ulule. Et puis finalement, on s'est dit, on la poursuit, donc je l'ai prolongé jusqu'au 2 décembre, avec l'idée de se dire, les 100%, ça nous permettait d'acheter le bateau.
En réalité, il faut que j'atteigne 200% si je veux mettre les hublots, mettre la jolie table de réunion, mettre le tout à l'intérieur. On le fera quoi qu'il arrive, on trouvera les ressources, mais la cagnotte est encore ouverte, là, on peut monter des événements sur mesure, parce que au départ j'avais mis des contreparties un peu calées. Finalement, j'ai eu une entreprise avec laquelle j'ai eu la chance de travailler dans le passé, qui crée des concepts d'hôtel aussi, qui m'a dit moi je veux plus l'intermédiaire et je voudrais plus un seul événement mais un peu plus gros et au lieu de deux. Et puis finalement on fait aussi les choses sur mesure. Il y a une bienveillance sur ce projet qui est vraiment touchante, qui est pas sans lien sur le fait que maintenant il faut que j'arrive à dormir, parce que c'est dur de trouver le sommeil quand on se dit tiens, tous ces gens ont mis de l'argent, de leur propre argent, pour t'aider à réaliser ce projet-là. Il y a aussi des gens qui partagent quotidiennement des choses sur les réseaux sociaux sur le projet. Faut pas les décevoir. Et puis comme je te disais tout à l'heure, il y a tous mes voisins, et il y en a énormément, qui viennent faire toc-toc tous les jours. Alors vous ouvrez quand? On a hâte de venir voir. Ça te met une petite pression, je te le cache pas, mais c'est de la bonne pression, c'est de la pression qui te fait avancer. Alors je vais conclure l'interview. T'ouvres quand? C'est la question à laquelle je réponds plus. Allez, dans le meilleur des mondes, en fait, on va ouvrir la partie épicerie et resto, si tout se passe bien, en mi-décembre. On va l'ouvrir un peu en catimini, pour refaire nos gammes, pour bien maîtriser ce qu'on sait faire, c'est-à-dire notre produit, nos quelques pizzas. On ouvrira bien sûr pour les clients du quartier, et pour ceux qui veulent bien venir nous voir, mais sans pousser une surréservation, des surcommandes, pour pas se mettre dans le jus inutilement. Et puis si tout se passe bien, avec les fresques des frères Toquet, avec l'ensemble des 31 chambres faites, avec la halle terminée, avec le bateau, allez, on parle de fin février 2022. Si je m'y engage pas, en tout cas si c'est pas du TTC, c'est du hors taxe. On va dire que c'est, je vais dire entre mi-février et fin février. Voilà. Donc non, on fait le max. Je t'ai parlé du fait que le projet était très impacté par la crise sanitaire qu'on vient de vivre. C'est le cas. On a eu beaucoup de difficultés à avoir des artisans. Les quelques matériaux neufs qu'on met sur des fenêtres et autres, ça a été une catastrophe pour se faire livrer. L'instruction de ton permis de construire était extrêmement longue, parce qu'on fait aussi, alors je les remercie, ils ont été finalement on est allé au bout de ce permis de construire, mais ça a été très compliqué de parler à des interlocuteurs qui n'avaient pas l'habitude du télétravail, c'est-à-dire qu'en fait finalement leur masse de travail était la même, voire augmentée, parce qu'il y a eu beaucoup de projets lancés, mais c'était pas tous les jours à l'urbanisme. Donc mon permis de construire a pris vachement de temps. Donc il faut savoir être patient, et on va y arriver. Super. Écoute, merci. Donc, si je veux avoir plus d'informations sur le lieu-dit, je vais où? Je fais quoi? Si tu veux plus d'informations sur le lieu-dit, tu peux d'ores et déjà aller sur la page Insta ou la page Facebook du lieu-dit Nantes. Sur Insta, c'est lieu-dit _ Nantes, tu vois, la petite tirée du bas Nantes. Ouais. Si tu m'envoies un petit message, j'organise des visites, et ça c'est un peu dans le type de chantier, c'est que actuellement j'ai des gens que je ne connais pas, des voisins ou des curieux, et en fait je leur dis venez, rentrez. Ou ils m'envoient des messages en disant vous en êtes où, qu'est-ce que vous faites? Le mieux c'est qu'on se voit demain, vous venez, je vous montre, c'est un gros joyeux bazar, mais on visite le lieu. Donc si vous voulez venir visiter, vous m'envoyez un petit message sur Insta, et on organise ça. Et si tout se passe bien, le site devrait être en ligne d'ici fin novembre. Le site internet lieu-dit-nantes.com devrait être en ligne d'ici fin novembre. Super. Merci beaucoup Pierre-Yves. On se reparle une fois que l'hôtel est ouvert. Ouais, ça marche. Ah. Bonne continuation, et puis je trouve le projet moi absolument génial. Ouais, super. Merci beaucoup. Ça me plaît moi, en étant hôtelier d'origine, d'entendre des projets comme ça qui font du hors piste. Ça me plaît beaucoup, qui sortent du schéma traditionnel. Je crois qu'on a besoin de faire ça. J'aimais bien l'intro que tu avais fait sur justement que l'hôtellerie avait été vecteur d'innovation, de nouvelles modes, d'influencer des nouveaux modes de vie, etc. Et qu'il faut continuer comme ça, surtout dans le monde actuel où justement on est en pleine évolution et révolution entre guillemets. Et je crois que l'hôtellerie a sa place. Donc merci d'être un ambassadeur de l'innovation, et puis continue à être punk. Salut, au revoir.
Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion, en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.